Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans la première émission de l'Instant Promo du Citation. Je sais que tu as eu un emploi du Merci à vous de m'avoir invité. mais c'est tout à fait normal parce qu'on fait un événement pour vous. Donc c'était normal qu'on puisse, pour le premier podcast, vous donner la parole. L'emploi du temps de la semaine dernière a été chargé. L'emploi du temps de la semaine dernière a été très chargé puisque c'est la semaine du refuge dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. On a organisé toute une semaine d'événements de prévention contre les actes homophobes avec des présentations au cinéma, des soirées dans des bars, une marche militante samedi qui nous a permis de transmettre des messages forts de lutte contre l'homophobie et de rappeler que les actes homophobes sont en forte augmentation en France depuis les dernières années. On compte pas moins de plus de 200 agressions sur la France entière l'année dernière, dont 9 à Besançon, ce qui est énorme. Ouais, Juste. ce qui est trop. Beaucoup trop. Après, ce qui est gênant, c'est que le principe de ces agressions ont tout le même déroulé. Les agresseurs agissent en bande et viennent clairement pour faire mal. Ce sont des agressions physiques à chaque fois. C'est pas forcément que des insultes ou des incivilités. Voilà, il y a un côté très lâche en plus, puisque les agresseurs sont systématiquement en bande et attaquent une personne seule. Voilà. D'accord, c'est pour ça que par exemple, pendant les marches que vous avez organisées, vous n'envoyez pas des agresseurs. Personne ne viendra frontalement. Absolument pas. Au contraire, lors de la marche, qui a été un franc succès, puisqu'on était plus de 300 à manifester, donc pas forcément que des gays, des lesbiennes ou des trans, des personnes en transidentité, il y avait des familles, voilà, c'est juste des personnes qui soutiennent la cause gay ou trans et qui font. Nous, on a surtout appelé à des actes de civisme et de tolérance et de respect. C'était le message important qu'on voulait faire passer. C'était liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire rappeler qu'on est dans une société de tolérance et cultiver les différences, justement, et les respecter. Voilà. Et ce message-là, il a été très très bien perçu lors de la marche. On n'a eu que des messages de soutien, d'encouragement, et on n'a rencontré absolument aucune haine ou aucun propos agressif vis-à-vis des personnes qui marchaient. Voilà. Il y a eu des moments de lecture de textes, de témoignages de jeunes qui ont été victimes d'homophobie. C'était des moments très poignants. Donc, deux jeunes que nous avons hébergés, dont une personne qui est encore hébergée actuellement, qui a un parcours de vie très très dur, qui a vécu des choses incroyablement difficiles pour quelqu'un d'aussi jeune, qui a dû fuir son pays après avoir été torturé du fait de son homosexualité. Un parcours incroyablement dur, violent. On ne peut pas imaginer que quelqu'un d'aussi jeune ait vécu déjà autant de violence, voilà, et subi autant de violence. Voilà. Est-ce que toi, tu en as déjà vécu des violences homophobes? Alors bon, moi j'ai 54 ans, donc la violence que j'ai connue, que j'ai subie, moi en tant qu'homosexuel, ça a plutôt été au collège. D'accord. J'ai eu un collège très très difficile parce que moi je viens d'une zone rurale où un homme doit être viril, doit être fort. Je viens d'un monde paysan où il n'y a pas forcément de place pour un homme qui n'est pas dans la norme ou dans les critères définis comme étant ceux de la virilité et du masculin. Donc c'est vrai que j'étais un enfant maigre, chétif, petit, maladif, très efféminé. Donc beaucoup de rejet forcément de la part au collège, beaucoup de violence à mon égard de la part des autres collégiens. Pendant mes années de collège, c'est vrai que j'étais la tête de turc du collège, donc j'ai eu vraiment beaucoup de harcèlement et beaucoup de maltraitance à mon égard. Des insultes, des coups, etc., des brimades. J'en veux pas forcément, j'ai pas de ressenti vis-à-vis des collégiens qui m'ont maltraité, parce que je pense que c'était avant tout de l'ignorance, et ils ne faisaient que reproduire les schémas dans lesquels ils étaient élevés. Par contre, j'ai beaucoup de rancœur vis-à-vis des adultes. Là, je parle au collège, les professeurs, les proviseurs, les surveillants à l'époque, qui me laissaient
qui m'ont laissé être torturé dans la cour, Qui laissaient déshabillé, faire, quoi. être mis à nu dans le milieu de la cour, etc. Qui ont tout laissé faire sans réagir, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que j'étais maltraité. Voilà. Après, moi quand je suis arrivé au lycée, T'as fait ton lycée dans le coin? pas du tout. J'ai fait mon lycée toujours dans une zone rurale en Haute-Saône. Voilà. D'accord. J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai rencontré en arrivant en seconde quelqu'un qui était comme moi et c'est devenu mon copain pendant toutes les années lycée. Ton acolyte, quoi. Ouais, mon petit copain, c'est Ah ouais. avec lui que j'ai eu. Ah bah, tant mieux. Voilà, on se promenait Oh, main des dans la main. sentiments et Voilà, tout. découverte d'une relation amoureuse à 16 ans, de la sexualité aussi, bien évidemment, mais avant tout quelque chose de très romantique en même temps. Voilà, Oui. comment on peut être amoureux à 16 ans, voilà, le premier amour. Voilà. Oh là là. Donc, Ouais, et puis c'était- peu importe si c'est un homme ou une femme au final, parce que ça reste de l'amour. On est Alors, d'accord. je suis. Oui, mais c'est avant tout des sentiments. Moi, c'est ce que je dis toujours, que j'aime pas le mot homosexuel, par exemple. Parce que on nous réduit, on nous catégorise à la sexualité. Oui, c'est ça. Alors que c'est avant tout des sentiments. Voilà. Et lorsque je fais beaucoup maintenant dans le cadre de l'association Le Refuge d'intervention en milieu scolaire. C'est bien parce que tu poses toutes les questions, que tu réponds à toutes les questions. Non mais c'est très très bien. Non mais si, c'est bien. C'est très bien. Donc dans le cadre scolaire justement, parce que c'est la partie où c'est l'adolescent qui se trouve un Ouais. peu, qui se cherche, qui expérimente, qui ne s'avoue pas, qui se rend compte mais c'est compliqué. Et toi du coup? Eh ben, lors de ces interventions en milieu scolaire, j'insiste toujours sur, alors parce que les lycéens ou même les collégiens, quand on leur dit qu'est-ce que c'est homosexuel, ils nous disent c'est un homme qui aime un homme ou une femme qui aime une femme. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et là, tout de suite, ils me disent qu'il y a des rapports sexuels. Je dis mais non, aimer, c'est avant tout éprouver des sentiments. Donc un homosexuel, c'est quelqu'un qui, éprouve des sentiments pour quelqu'un de même sexe que lui, et puis deux, a des relations sexuelles, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des homosexuels comme des hétérosexuels qui n'ont pas de relations sexuelles, avec quelqu'un du même sexe que lui. Mais moi je mets toujours en avant les sentiments. Et je me rends compte que du coup, chez les lycéens ou les collégiens, Il y a un tilt, il y a il y a quelque un chose qui tilt, se passe. Il y a un tilt, Qu'est-ce dans le que... sens où ils avaient toujours vu le côté, les sentiments, ça n'existe que chez les hétérosexuels. Oui. Aimer, c'est forcément quelque chose d'hétéro. Par contre, l'homo, c'est forcément que du sexe. Voilà. Ah, ok, très bien. Non mais c'est super parce que j'allais venir sur le fait que le schéma de notre société, mais depuis la nuit des temps, est construite sur la base, en tout cas la base c'est l'homme et la femme, pour tout ce qui concerne amour, famille, sexualité, intimité, c'est de l'ordre, ça ne concerne que l'homme et la femme hétéro. Dans le jargon on appelle ça l'hégémonie hétérosexuelle, c'est-à-dire que c'est supérieur et tout ce qui est à côté, qui est en opposition un peu, c'est les minorités. Donc nous, la minorité LGBT par exemple. Et c'est en ça que le refuge un peu, c'est parce qu'il y a cette construction sociale, culturelle et aussi sur un petit fond de patriarcat que vous existez. Oui, tout à fait. Il y a ça. Je dirais que notre but, notre objectif, c'est de ne plus exister. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'homophobie, on n'aura plus lieu d'être. Oui. Peut-être que c'est un vœu pieux, mais j'y crois quand même. Par exemple, quand tu vois voilà. la petite fille là qui est juste là, Oui. tu te dis que elle, quand elle aura peut-être ton âge, est-ce que tu penses que le refuge existera encore? J'aimerais te dire que le refuge n'existera plus. Malheureusement, je ne crois plus trop au Père Noël. Voilà. D'accord. Ok. Et je pense que malheureusement, en tout cas, les conservatismes sont quand même plutôt en retour actuellement. Quand on voit, comme je le disais tout à l'heure, le nombre d'actes homophobes qui est en forte recrudescence, Ouais. les actes transphobes qui sont aussi en recrudescence. Voilà, là, il va y avoir demain le procès des agresseurs de Julia, qui est une personne en transidentité Oui, qui a été agressée tous entendu en parler. sortant d'une station de métro. Cette femme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur sa page Facebook ou de voir des interviews d'elle. Elle est juste très intelligente, très belle. Finalement, là où je suis plein d'espoir, c'est quand je vois l'enthousiasme qui se crée autour de sa personne et les marques de sympathie que je vois pour elle, que je lis pour elle. Je me dis que ces agresseurs, ils ont perdu. Parce que finalement,
ils lui ont donné une notoriété, une visibilité, ils lui ont permis de s'exprimer et elle envoie un tel message qui est exempt de toute haine, qui est un message de tolérance, y compris vis-à-vis des agresseurs. Elle donne une image très positive. Et donc du coup, ces agresseurs, ils ont tout perdu parce qu'ils donnent une tellement belle image de la cause trans que du coup, elle plaide pour toute sa famille. Du coup, ils risquent quoi là, ces agresseurs? Elle a déposé plainte contre eux pour coups et blessures en public, D'accord. harcèlement, etc. Donc ils peuvent être condamnés à des peines de prison, des amendes assez fortes, plus bien évidemment à lui verser des dommages et intérêts. Donc, tu parlais avec Julia de la belle image des trans, mais aussi on peut parler de la belle image des hétéros, pour en revenir à toute cette société-là, ou même dans les pubs, dans les films, au cinéma, tout ça, c'est souvent représenté par l'homme et la femme, même si maintenant ça change avec le cinéma, les séries, tout ça. Et justement, le fait d'être confronté à la nouvelle génération, c'est cette nouvelle génération-là qui ouvre un peu les mœurs, qui sont un peu plus à l'aise avec cette question-là, qui ne se met plus dans des cases. T'en penses quoi? Alors je pense qu'effectivement, par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune, je fréquentais beaucoup bien évidemment le monde gay de Besançon à l'époque. C'était un univers essentiellement basé sur la fête, la nuit, la vie de la nuit, et on n'était pas forcément sur une idée de construire quelque chose à deux. C'était pas forcément quelque chose qui concernait les homosexuels, enfin, de ma génération, dans le sens où on était plutôt convaincus qu'on était même en rejet de cette notion de norme du couple, qui était pour nous l'archétype du couple hétérosexuel et des relations amoureuses hétéro, construire une famille, etc. Je note que dans la nouvelle génération, peut-être impactés par le mariage gay, sont beaucoup plus, les homosexuels maintenant les jeunes, sont beaucoup plus sur de la construction de vie de couple, avec la construction de famille, via l'adoption ou des choses comme ça, d'autres procédés pour avoir des enfants. Oui, qu'on aura bientôt, ça se trouve. La petite fille peut revenir à la petite fille. On l'espère tous, qu'enfin un jour, les homosexuels auront accès à l'adoption, à la PMA ou à la GPA. On l'espère tous et que la France sera quand même un jour pionnière en matière des droits homosexuels, parce que bon, on peut quand même pas dire que la France était très très en avance sur le mariage gay par exemple, mais comme elle n'a pas été très très en avance sur le vote des femmes par exemple. Pour un pays qui se dit progressiste, c'est pas très voilà. Donc toi, Eric, tu es le nouveau délégué régional Bourgogne-Franche-Comté du refuge. D'accord, ça consiste en quoi ton travail au sein de l'association? Ça consiste essentiellement à animer une équipe, une trentaine de bénévoles, d'accueillir les jeunes que nous hébergeons. Donc on héberge des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Pour l'instant, dans un appartement, on a 3 jeunes d'hébergés. Je suis en train de chercher à développer notre capacité d'hébergement. Parce qu'un seul appartement, c'est pas suffisant par rapport au nombre de jeunes qui sont en attente d'hébergement. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui sont en attente d'hébergement. Là, en Franche-Comté? En France. En France, oui, d'accord. Alors il faut savoir qu'un jeune, quand il téléphone au refuge et qu'on décide de l'héberger, en général, il n'est pas hébergé dans sa ville d'origine, parce qu'il y a une nécessité de le retirer, de l'éloigner de son environnement familial ou amical ou autre. De se concentrer sur lui. Voilà, et en général il est en rupture avec sa famille, sachant que les 3/4 des jeunes que l'on héberge sont menacés par leur famille. Mais quand je dis menacés, ça peut aller jusqu'à des menaces de mort. Voilà. Donc en général il est préférable de les extraire un petit peu de cet environnement-là. Des liens du coup toxiques un peu, qui sont un petit peu autodestructeurs, ouais, tout à fait. Enfin destructeurs tout court, et donc ça peut maintenir le jeune dans une ambiance un peu mortifère, ou de ressasser des conflits avec ses parents, etc. Et de ne pas forcément aller de l'avant et de penser à reprendre ses études, à de la réinsertion professionnelle, etc. Parce qu'ils en ont tellement fait un problème, sa sexualité est tellement un problème, une obsession du coup, qu'au final le jeune, en tout cas la personne, ne voit que ça chez lui, mais il n'est pas comment dire, vu que vous le mettez à l'extérieur de ce contexte-là, il se rend compte que au final c'est pas forcément une tare, ce n'est plus une tare, et mine de rien en France on est quand même un peu chanceux, c'est plus une tare et c'est reconnu par la loi, par l'État, mais mine de rien, justement encore dans les mœurs de certaines familles, c'est reconnu comme une tare, et en fait le jeune, il se rend compte que il peut construire sa vie et sans que ça l'empêche d'être
heureux. Oui, tout à fait. C'est ça? Tout à l'heure, j'ai parlé de la marche militante qu'on a organisée la semaine dernière. Les jeunes sont venus marcher avec nous et ils étaient quasiment tous les deux aux larmes en me disant, je ne pensais pas qu'on était aussi aimés que ça finalement. De voir qu'il y avait 300 personnes qui manifestaient avec eux. T'étais à leur côté? À leur côté. Ils ont eu comme une bouffée d'orgueil, de joie, etc. Et c'est vrai que j'ai des images comme ça où je les vois encore place de la Révolution, absolument voulant être pris en photo avec Le le drapeau. rainbow flag, etc. J'ai tourné au-dessus d'eux, etc. Et c'est des belles photos, voilà, des belles images. Ça fait plaisir à voir. À une certaine époque en plus. En 2019, ça fait plaisir à voir ces images-là. Oui. À Besançon aussi. À Besançon, dans une époque où, voilà, comme je te disais tout à l'heure, les actes homophobes ont émaillé toute l'année dernière quand même. On a plus parlé d'homophobie l'année dernière, avec 9 agressions quand même au parc Nico. C'était compliqué quand même. Oui. Ouais. Alors pour rappel, Oui. c'est l'été dernier, donc l'été 2018, l'été aussi 2017. Est-ce que ça s'est étalé sur plusieurs étés quand même, hein? C'est allé croissant effectivement sur plusieurs étés. Oui. D'accord. Donc pendant les étés au parc Nico, il y a des agressions homophobes depuis pas mal de temps. Oui. On en est où? Alors je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout d'informations à ce sujet-là. Je sais que les victimes ont déposé plainte. Je ne sais pas où on en est au niveau de la procédure. Est-ce que les auteurs des agressions ont été retrouvés? Quand est-ce qu'ils seront jugés? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. J'ai pas d'informations à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces gens qui se lèvent le matin en voulant casser du PD? Moi je suis choqué parce que par rapport à ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ou 30 ans, j'ai l'impression qu'on est dans une période de retour en arrière et des conservatismes qui me fait peur. Mais ça va avec d'autres choses, quand je vois des remises en cause du droit à l'avortement, En France et aux États-Unis. aussi bien en France qu'aux États-Unis, au niveau mondial, le retour des conservatismes religieux, la difficulté qu'ont les députés à statuer sur le droit à la fin de vie, des choses comme ça. Pour moi, on est dans une période de conservatisme. Alors c'est une question de balancier dans les sociétés. On va de conservatisme à après on repart sur des périodes de tolérance, etc. Ça a toujours été dans l'histoire des balanciers comme ça. Après, ce qui me fait peur, c'est quand je vois des jeunes de 20 ans ou autres rentrer dans ces conservatismes-là. Ça me fait très peur parce que je ne pense pas qu'on soit dans une... Ça ne me renvoie pas une belle image, ça ne me renvoie pas une image d'une société de tolérance, de respect de l'autre, de respect de la différence de l'autre, qui est moi la société dans laquelle j'ai envie de vivre et qui me donne envie de me battre. Voilà. Oui, il y a un problème d'altérité en fait. De rapport à l'autre, oui, absolument. Oui. Puis même ce que tu disais là par rapport à tout ce qui est avortement ou la recrudescence des actes homophobes, on se rend compte que notre corps il nous appartient plus. Tu sais, absolument. Il y a une volonté d'appropriation du corps par sens religieuse, des valeurs morales, des conservatismes que moi je ne connaissais pas. Je pensais qu'on les avait abandonnés. Et malheureusement, ils reviennent, ouais, tout à fait, oui. Il faut faire attention, ils sont de retour. Voilà. Et donc, rien n'est jamais acquis. Ils sont de retour, les conservateurs. Mais nous, on va leur dire que non. Rien n'est jamais acquis, quoi. Je veux dire, on croit que les droits sont acquis de manière définitive, mais en fait, on se rend compte que là, en Alabama, aux États-Unis, la loi la plus rétrograde sur l'avortement vient par des hommes par des hommes, bien évidemment, majoritairement, en général assez âgés, voilà, et qui décident de s'approprier du corps des femmes. Moi, c'est quelque chose qui me choque énormément. Voilà. Dans le même esprit, on a un retour vis-à-vis de l'homosexualité, de tout ce qui est thérapie de conversion, par exemple. Donc les thérapies de conversion, ce sont... c'est bien dégueu. Hein. Oui, c'est bien dégueulasse. Dégueulasse. Les techniques qui sont utilisées sont juste l'humiliation, la culpabilisation de l'homosexuel. Et puis une assimilation, un savant mélange homosexuel et puis pédophile. Oui. Voilà, et c'est un joli cocktail, ça. C'est un joli cocktail détonnant. Franchement. Donc voilà, et donc les thérapies de conversion, le but c'est de dire
faire redevenir hétérosexuel quelqu'un, hein, voilà, avec toujours comme fondement le renvoi à des textes religieux, quelle que soit l'origine du texte. Oui, d'accord, la religion, effectivement. On retrouve en général la religion comme fondement de... C'est ça, de l'humanité. Voilà. Mais il y a un truc que je trouve bizarre, et ça je le vois partout quand je fais mes recherches, c'est que dès qu'il y a des problèmes sociaux ou qu'il y a des gros chamboulements sociaux et politiques dans notre société, c'est toujours les minorités qui prennent les premières. Oui, bien sûr, parce que ce sont les plus faibles. Ils ne sont pas décideurs, ils ne sont pas... Ils sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas les moyens de se défendre, ils n'ont pas la culture pour se défendre, Le pouvoir aussi. les mots, le vocabulaire des fois pour se défendre. C'est 1984, Orwell, tu supprimes l'accès à la culture, donc tu supprimes l'accès au vocabulaire, et donc à la fin tu supprimes l'accès à la liberté, puisque tu ne conçois pas, tu n'as pas accès au concept. Comme il se passe au Brésil en ce moment. Voilà, Brésil, par c'est ce qui exemple. se passe. Voilà. Oui, ils veulent arrêter les études de sociologie, De philosophie. Ça rejoint totalement la citation que les connaissances, c'est le pouvoir. Tout à fait. Et en Brésil, voilà, c'est un premier travail qui est en train d'être fait. En France, on est que- loin quand même, hein, nous connaissant les Français, pour arriver à nous enlever toute cette culture de l'esprit. Je me méfie de quelque chose. Moi, je vois quand même des jeunes qui se forgent leurs idées, leur culture sur Internet, sur Facebook, mais sans vérifier les sources, sans croiser les informations. Donc on reçoit une information sur Facebook, En pensant qu'elle est vraie. on vérifie rien et pouf, transmettre. Voilà, et en fait, trois quarts des personnes ne lisent pas l'information jusqu'au bout, se contentent du titre, ou des mots qui sont écrits en gras, et hop, ça plaît ou ça plaît pas, ça percute, tiens, je trouve que c'est rigolo ou intéressant, et je mets ça sur mon mur. Et ça, c'est pas de l'esprit critique. Oui, Et, c'est pour ça, heureusement que vous existez pour intervenir dans les milieux scolaires, oui. aux lycéens, pour un peu vraiment donner les vraies informations de ce qui se passe et de comment on vit les choses, enfin tout ça. Déjà, ne serait-ce que leur dire que PD est une insulte, peuvent être Ils se lancent des coups de PD comme bonjour, mais ils ne savent aucunement la signification. Aucunement. Est-ce que tu peux nous le rappeler, Eric? Alors, PD, Alors, pour tout le monde, PD, le c'est... PD, ce n'est pas un pédophile, mais c'est pédéraste à l'origine, et ça vient de la civilisation grecque. Voilà. À l'époque, chez les Grecs, l'adolescence n'existait pas. On passait directement de l'enfance à l'âge adulte. À l'enfance, on était élevé par les femmes, et à l'âge adulte, on passait dans le monde des hommes, les hommes passaient dans le monde des hommes, et le pédéraste était quelqu'un qui était censé apprendre la vie d'adulte à l'homme en question. Donc super positif quand même, mine de rien. Mine de rien, c'est une bonne idée, Oui. ça, Mais à la base. Voilà. Et ça s'est décliné en insultes. Ça s'est terminé en insulte, tout à fait. Moi j'ai une question mais qui va changer un peu de ce qu'on est en train de parler, mais c'est pour rebondir à ce que tu as dit avant, c'est que tu interviens beaucoup donc, dans les lycées et les collèges. Ouais. Mais par exemple, qu'est-ce que tu penses du rôle d'Internet dans l'acceptation de l'homosexualité? Quand on est jeune, Internet c'est notre première source d'information. Oui. Alors le problème, c'est que pour les jeunes, l'accès qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de l'homosexualité sur Internet, ils vont aller sur des sites pornographiques. Justement, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc ils vont découvrir, là encore ça rejoint ce que je disais tout à Ils vont l'heure, avoir les premières ils vont avoir calls, une tout ça. vision de l'homosexualité qui se réduit à des scènes de sexe. Ce que ça donne aussi, c'est quand même aussi une vision du corps de l'homme qui doit correspondre à certaines normes. Et donc on retrouve finalement des normes Mine de rien, homosexuelles. dans notre camp aussi, on a des normes, Nous rassurez-vous. aussi, on a aussi des normes. Et, Ça, c'est fou aussi. Voilà, donc on évite des clichés sur ce que c'est qu'un homosexuel. Voilà, donc, Comme dans le côté hétérosexuel, et une femme dans le porno fait ça, donc ça veut dire que je devrais le faire aussi. alors ça c'est quelque chose sur lequel, moi quand je fais des... En tout cas, la réalité, en Ouais. gros, le porno, quand on est jeune et qu'on n'a pas cette éducation-là sexuelle, Ouais, on est vulnérable oui, quand on regarde ces images-là de pornographie. Et quand on arrive vraiment, nous, à se construire notre identité sexuelle et notre vie sexuelle, au début, ça va être un peu compliqué parce qu'on va se dire, mais comment je dois me comporter? Est-ce que
je dois être comme cette femme-là à l'écran, ou alors est-ce que je peux me comporter comme moi j'ai envie ou comme moi je le ressens? Moi, lors des interventions en milieu scolaire, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Et là, quand je m'adresse aux jeunes, je ne me mets pas forcément en tant qu'homosexuel. Je parle de sexualité, du coup, en général. Et je leur dis attention, les gars, parce que souvent, c'est les garçons auxquels je m'adresse. Je leur dis, c'est pas parce que vous avez vu des pornos à longueur de temps que votre petite copine, elle est obligée de faire tout ce qui se passe dans un film pornographique. Une relation sexuelle se construit à deux par le respect du corps de l'autre, de l'intimité de l'autre, du consentement de l'autre, bien évidemment. Et votre petite copine, si elle n'a pas envie de faire quelque chose, je ne vais pas rentrer dans du vocabulaire cru, mais bon, si elle n'a pas envie de faire quelque chose, vous ne pouvez pas la forcer. De la même façon que vous, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, et là, on n'est pas sur question d'hétérosexualité ou d'homosexualité. Ah oui, non, on est simplement dans une question de respect de l'autre. Respect mutuel, ouais. De respect mutuel et de construction. En plus, une sexualité, pour moi, elle se construit à deux, entre adultes consentants. Voilà. Et si on n'a pas cette démarche de se questionner sur le bonheur de l'autre, le plaisir de l'autre, dans la sexualité, mon Dieu, mais à quel moment on se la pose cette question-là finalement? On se la pose jamais alors. Voilà. Et là, c'est quand même un petit peu désespérant. Il manque quand même quelque chose en tant qu'individu si on ne se pose pas la question du plaisir et du bonheur de l'autre, il me semble. En tant qu'individu, on est un petit peu... Il y a le nôtre, mais il y a aussi celui de l'autre qui partage. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de toutes ces... de tout ce qu'on appelle, maintenant c'est un petit concept, de tous ces hétéros curieux, hommes et femmes, qui ont peut-être des vies engagées avec justement justement les hétéros, soit un homme ou une femme. Mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui vont vivre curieusement de nouveaux désirs, des désirs peut-être cachés. À partir d'un certain âge, tu veux dire? Certain âge ou pas. Je crois que ce concept, maintenant, il va sur un peu toutes les générations. Moi, quand je discute avec les personnes qui ont soi-disant cette espèce de curiosité pour l'homosexualité à un moment ou un autre de leur vie, je me rends compte qu'en creusant un petit peu le sujet avec eux, en tout cas je parlerai des homosexuels hommes que j'ai pu rencontrer, ils avouent assez vite que finalement ils ont toujours eu une attirance pour l'homosexualité. Ils ne voulaient pas, ou ils n'étaient pas en capacité, ils étaient dans le déni complet. Ça peut durer des années. Moi j'ai des amis qui ont plus de 50 ans, qui sont seulement en train d'être dans l'acceptation de leur homosexualité. De ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont, voilà. Alors effectivement, ils se sont mariés, ils ont vécu dans le déni ou le mensonge à eux-mêmes. Je pense pas qu'ils soient volontaires. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Ils sont pas, je pense pas qu'ils aient voulu tromper le monde, etc. Moi, je suis pas du tout dans cette. Quand je discute avec eux, c'est les premiers à en souffrir parce qu'ils arrivent à un certain moment de leur vie en se disant, mais je me suis trompé, je me suis menti à moi-même. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est beaucoup, je ne peux pas. Je ne pouvais pas, parce que il y avait les parents, parce qu'il y avait le poids de la société, le poids d'une éducation, le poids de la culpabilité, plein de choses qui faisaient que c'était une tare, tout ça, quoi. Même en général, quand je discute avec ces personnes-là, ils me disent je suis homophobe, non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même. Mais c'est violent pour la personne qui se dit très violent, oui, c'est très très violent. C'est ce que les hétéros, entre guillemets, ne comprennent pas forcément, de justement cette question de la minorité. C'est ça qui est vécu pour certains, du coup, dans certains de ces parcours-là. C'est une fois qu'ils ont accompli toute leur vie que... Pas forcément toute leur vie, mais... à un certain moment donné. À un moment donné, oui, tout à fait. Et c'est comme si à un moment... par contre, là, d'un seul coup, tous les ponts se lâchent. Tous les barrages lâchent et ils accèdent un petit peu à une profondeur, à quelque chose qu'ils avaient enfoui, un petit peu comme une partie immergée de l'iceberg. Il y a une recherche de sentiments et d'affection. On a bientôt fini et on a quand même bien discuté. Oui. C'est plaisant. On a une dernière question qui concerne évidemment nous, le cercle, et vous, le refuge. Je t'introduirai juste par le fait qu'avec Love for All, on met un peu notre pierre à l'édifice. Merci. Merci à vous, merci de votre soutien. On va vous reverser une partie des bénéfices. Les dons qu'on récolte pour vous
ils vous permettent de faire quoi concrètement ? Concrètement, tout va pour les jeunes que l'on héberge ou que l'on suit en accueil de jour. Ça va nous aider à les nourrir déjà, premièrement, puisque il faut nourrir ces jeunes. Donc on va acheter de la nourriture toutes les semaines puisqu'ils sont nourris et hébergés. Ça va nous permettre aussi de payer le loyer. Comme je le disais tout à l'heure, donc on est en train de rechercher un deuxième appartement. Puisqu'il y a à peu près 100 jeunes en ce moment au niveau du national qui sont en attente d'un hébergement. J'ai visité donc un local rue Ronchot qui va nous servir à faire de l'accueil de jour, une permanence ou du refuge qui sera ouverte toute la journée. Même les hétéros qui sont intéressés par la question gay, par les actions du refuge, pourront passer, seront les bienvenus. Les parents qui s'interrogent souvent sur le devenir de leurs enfants parce que pourront venir voir, discuter avec nous. Parce que souvent quand un jeune adolescent annonce à ses parents son homosexualité, il y a une réaction négative des parents. Et quand on est jeune, on l'analyse comme étant de l'homophobie. C'est vrai que d'un premier œil, comme ça, on peut penser que c'est de l'homophobie, mais en fait, quand on discute avec les parents, on se rend compte que c'est de l'inquiétude sur le devenir de leurs enfants. Des parents, c'est de dire je m'inquiète pour son avenir, je m'inquiète pour sa vie affective, il ne pourra pas construire de relations de couple, il ne pourra pas avoir d'enfants, je m'inquiète parce qu'il sera malheureux, il aura du mal à trouver du travail ou des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et je pense que dans ce lieu qu'on va ouvrir, les parents pourront aussi venir se renseigner, trouver de l'information sur ce que c'est réellement l'homosexualité et un petit peu dédramatiser et montrer que on peut être homosexuel et avoir une vie tout à fait normale et épanouie. Je veux dire, moi je vis depuis 15 ans avec le même homme. On a élevé ensemble ces 2 filles. J'ai pas l'impression qu'elles soient spécialement perturbées ou détruites dans leur vie. Elles sont étudiantes, elles sont épanouies. Elles sont hétérosexuelles, donc c'est pas parce qu'on est élevé par un couple d'homosexuels qu'on devient homosexuel, contrairement à ce que Christine Boutin affirmera. Oui, non, mais bon, elle couche avec les membres de sa famille, donc elle kill le game. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Mais je te rappelle qu'en général, c'est ceux qui ont le moins à dire qui la ramènent. Qui la ramènent. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les hommes qui parlent du droit du corps des femmes. Voilà, donc, Et ça, encore une fois, c'est une construction sociale et culturelle. Pour l'Off for All, oui. Tu as déjà fait des soirées du cercle ? Non, ça sera ma première. L'année dernière, je n'ai pas participé aux événements que vous avez organisés. Il y avait des membres de la délégation qui sont allés, mais moi, c'était pas moi. Oui. D'accord. L'année dernière, il y a eu 400 personnes qui sont venues, on vous a reversé 400 €. Là, l'idée, c'est un peu de doubler. On a pu voir, en tout cas en ce qui concerne le refuge Franche-Comté, au niveau des subventions publiques, elles étaient faibles et que du coup vous comptiez un peu sur les dons, sur tout ce qu'il y a à côté. Alors, l'homophobie coûte pas cher. Non, l'homophobie coûte pas cher. Lutter contre l'homophobie, ça coûte par contre cher. Et ça prend du temps, surtout parce qu'on agit sur le long terme. On agit sur les constructions mentales, comme tu le disais, et les schémas sociétaux. Donc, faut détruire les archétypes, etc. Donc, ça prend du temps. Alors après, moi, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que vous allez créer des moments conviviaux d'échange, mais pas forcément, cloisonnés. C'est-à-dire que, je sais que vous avez une soirée à l'Arche, c'est ça, au bar de l'Arche. C'est ça. Le 31, c'est ça ? Vendredi 31 mai. Vendredi 31, et dans un bar comme l'Arche où il y a beaucoup d'étudiants, je pense que c'est intéressant de permettre à des homosexuels et à des hétérosexuels de se rencontrer et de détruire un petit peu les murs castes qui peuvent encore exister et que chacun se rende compte que finalement il peut vivre avec l'autre et se nourrir entre guillemets de l'autre et que chacun a à apprendre de la diversité. Bien, mais il n'y aura que la crème de la crème, voilà. des gens ouverts d'esprit peut-être, on ne sait pas. En tout cas, merci Eric de nous avoir d'avoir partagé ce café avec nous. Merci. Toi, tu as pris un coca. Un coca, oui. C'est une boisson favorite ? Pas du tout. C'est problème de digestion, tu oui. peux nous le dire.
Ah mais vu qu'on est en changement météo, apparemment Voilà. ça joue. Voilà, joue tout sur à fait. la santé. Ça joue C'est sur bon. la santé. C'est pas glamour, mais bon voilà. Ouais, c'est pas glamour. La ville ne l'est pas glamour. Et on remercie Eric pour tous ces mots, pour cet échange. Bah, merci, merci au Cercle, merci à tout ce que vous faites pour le refuge. Une belle rencontre et une belle collaboration. Moi, ce que je retiens aussi, surtout de ce moment-là, c'est d'avoir rencontré deux belles personnes avec qui j'ai pu discuter. Et ça, c'est tous les moments intéressants de la vie. Voilà. C'est gentil. Merci. Merci Eric. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes que tout seul ou si vous êtes plusieurs, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de prendre votre ticket. Ne restez pas tout seul. Ah oui, c'est ça, oui. Restez pas tout seul.